Mon ex fait des allers-retours entre son ex et moi. Situation frustrante, situation questionnante. On va aujourd'hui ensemble essayer de l'expliquer et de comprendre comment réagir pour mettre fin à tout cela. Et ce raisonnement, comme d'habitude, il commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on parle d'un phénomène qui peut à la fois avoir l'air extrêmement particulier, presque niché, et puis qui finalement est relativement répandu. C'est à peu près le genre de situation que j'ai été amené à vivre. C'est quelque chose que je vois de manière relativement fréquente, à savoir cette tendance que peut avoir notre ex à faire un petit peu des allers-retours entre son ex et nous, une forme d'hésitation, il y a une ouverture et puis on sent qu'il ou elle se fait rattraper par cette personne-là. Peut-être que ce fantôme était même présent pendant qu'on était avec lui, avec elle. Peut-être que c'est même la cause de la rupture. Et malgré tout, on sent qu'il y a une forme d'opportunité avec un manque de linéarité de la part de la personne qu'on a face à nous. D'où l'idée évidemment de ces allers-retours. Ce qui est extrêmement intéressant avec ce genre de situation, c'est que finalement, ça va valider pas mal de nos pistes de réflexion et on va s'apercevoir, je pense que c'est un très bon exemple pour mettre en valeur le fait que la psychologie humaine et en particulier celle du rapport post-rupture amoureuse est une situation extrêmement particulière, paradoxale et bien différente des préjugés qui circulent autour des idées qui sont collées donc à la reconquête amoureuse. En tout cas, deux parties pour discuter le sujet du jour et on se lance immédiatement dans la première, à savoir que la nature humaine semble être une des premières explications à ce type de phénomène. Alors attention, quand je vous parle de nature humaine, je ne vous parle pas nécessairement de l'instinct et des impressions qu'on peut avoir en analysant sans aucune pertinence et sans aucune profondeur les comportements de la personne qu'on a face à nous. Parce que si on se base uniquement sur le ressenti premier, très clairement, une forme de rancœur va émerger parce que quand on voit quelqu'un faire des allers-retours comme ça, on estime qu'il ou elle est en contrôle, c'est quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas, qui est un peu inconscient, mais on a vraiment cette impression que les personnes qui sont tout autour de nous, ex ou pas d'ailleurs, savent exactement ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Or, on sait que le sentiment, quel qu'il soit d'ailleurs, a pour origine une grande partie d'inconscient. C'est une captation de ce qui se passe autour de nous qui est traduit par un ressenti, par quelque chose qui est à l'intérieur de nous et sur lequel on a du mal à mettre des mots. Ça ne veut pas dire qu'on est une marionnette de nos ressentis, parce qu'effectivement, on peut quand même réfléchir et on a cette capacité d'adapter certaines de nos actions. Malgré tout, on sait que certains ressentis, oui, vont nous pousser dans tel ou tel type d'action et puis plus tard, on excusera ça avec le « je n'arrivais pas à réfléchir, je n'étais pas objectif, je sais que j'ai fait cette erreur, etc. etc. » Et ce genre d'idée où un sentiment, une impression peut nous pousser à faire quelque chose qui est finalement contre-indiqué, qui n'est pas pertinent, qui n'est pas bon pour nous, on le voit absolument partout. Le plus simple est « j'ai faim, je mange » et je ne mange pas forcément quelque chose de très bon pour mon corps, justement parce que j'ai très faim, il faut que ça aille vite et on a la logique du fast-food qui débouche, qui arrive assez rapidement. Ça, l'alcool, enfin bref, tout plein de choix qu'on va faire et où on sait finalement que c'est pas forcément le meilleur choix, mais on se trouve un set d'excuses. En tout cas, de notre côté, quand on a donc un ou une ex qui fait ses allers-retours entre nous et son ex, la première tendance intellectuelle, et c'est celle qu'on veut renier, c'est de catégoriser cette personne comme relativement néfaste, toxique. On a l'impression qu'elle est en train de jouer, de quasiment nous manipuler, de tester, comme si elle était en pleine conscience et que finalement on était un peu
dans quelque chose qui ressemble à une compétition ouverte avec un système d'attribution de points bien défini. Je pense que la vérité est beaucoup plus compliquée et comme je vous le disais, dans la nature humaine, il va y avoir des explications et ce qui tombe bien, c'est que c'est des explications que j'essaye de vous fournir ou qu'on travaille tous ensemble à travers les contenus de cette chaîne. La première des explications que je vois, en tout cas c'est celle que j'ai reçue bien avant de commencer à travailler dans ce genre de domaine, c'est le caractère nostalgique. Alors la nostalgie, c'est quelque chose qui est plus ou moins présent chez l'être humain, mais qui est toujours finalement cette espèce de ligne directrice, je ne sais pas, mais des sentiments globaux communs, hein, et il faut l'entendre comme finalement une contemplation à l'instant T d'une situation ou de quelque chose qu'on a perdu et dans lequel à un moment, on était heureux, ou en tout cas aujourd'hui, quand on le contemple, on avait l'impression d'être heureux. Hein, exemple que je prends très souvent, on est dans notre plumard, on s'apprête à dormir, et là on repense à nos années de jeunesse, quand j'étais encore à l'école, et il y a vraiment ce contraste qui s'inculque, qui naît, où à l'époque on se disait « oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte d'être dans la vie active et de gagner de l'argent, et qu'on ne me dise pas ce qu'il faut faire, etc. etc. » Et où aujourd'hui, quand on est donc dans cette phase de réflexion autour de notre jeunesse, on se dit « mais qu'est-ce que je serais prêt à donner tout ce que j'ai pour justement zapper une grande partie de mes responsabilités, juste avoir allé à l'école et puis le soir quand je rentre, bon, j'ai peut-être un ou deux devoirs à faire, mais grosso modo c'est terminé, avoir je sais pas combien il y a de semaines de vacances par an où enfin on a juste les doigts de pied en éventail, les vacances d'été sont juste incroyablement longues et quand on devient parent on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps parce que je peux pas prendre autant de congés avec mes enfants, comment je vais gérer, etc. Et on s'aperçoit quand on est parent effectivement que nos enfants, eux, ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de vacances, alors que nous, on se dit, mais la vache, est-ce qu'ils bossent des fois de temps en temps? Donc on voit cet effet d'évolution, de changement, et on comprend que la nostalgie, c'est cet arrêt sur image dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et un regard jeté en arrière, pas forcément très objectif, hein, mais un regard jeté en arrière sur ce qu'on avait, ce qu'on n'a plus du coup, et la constatation de ce manque-là. Il n'est pas super étonnant que dans les relations humaines, il y ait ce genre de choses qui naissent. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a, et ça aussi c'est une des deuxièmes... Enfin, la deuxième idée qui est présente dans cette idée de la nature humaine, c'est qu'il y a toujours un effet de comparaison entre les situations qui est présente. Hein. Quand on passe d'une réalité, qu'elle soit relationnelle, matérielle, professionnelle, que sais-je, à une autre, évidemment, au départ, on est tout focus sur cette nouvelle réalité, les bonus, tout ce que ça m'apporte, etc., etc., etc. Et puis plus on est inscrit dans une logique routinière, dans une logique d'habitude, plus on a tendance à comparer avec ce qu'on avait avant, donc en y retrouvant des côtés positifs, des côtés négatifs. Certes, je suis plus payé dans mon boulot maintenant, mais avant, au moins, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, j'avais tel ou tel type de personnes autour de moi, tel ou tel type de responsabilité que je n'ai plus aujourd'hui, c'est pire, c'est mieux, et on voit l'effet de comparaison est quelque chose qui est extrêmement présent chez l'être humain, et c'est normal, nous sommes des êtres qui sont... constamment confronté à la logique de choix. Et ça, c'est finalement la troisième idée qui est mise en relief dans donc notre construction et notre évolution personnelle, c'est que le principe de choix en soi est un principe de pression. Parce que oui, choisir, c'est se priver d'une option, hein, matériellement. Ça veut dire prendre un choix différent, un chemin différent de celui que j'ai pris. Et en empruntant ce chemin, effectivement, je sais que je vais vers l'inconnu, je vais vers quelque chose qui n'est pas aussi sûr que ma mémoire veut me faire croire en mettant en relief donc cette nostalgie, ce potentiel bonheur que j'avais, la connaissance de, là en l'occurrence l'autre personne, etc., etc. Tout ça allié évidemment à des retours, on l'imagine bien, communicationnels de la tierce personne, de l'ex de votre ex ou alors de son partenaire si aujourd'hui ils sont ensemble, et où effectivement on va s'apercevoir que la présence, l'existence et l'échange vont modifier un petit peu les souvenirs. On le sait, hein, l'humain est créé comme ça. Si le négatif a finalement plus de place que le positif dans notre réalité matérielle, dans notre quotidien, on a aussi tendance, plus le temps passe, à filtrer le négatif pour se rappeler des choses qui étaient plutôt agréables. Alors évidemment, c'est à remettre en cause si l'échange était extrêmement violent, si ça s'est fini dans des disputes incroyables, un divorce qui nous a absolument tout coûté,
divorcé, on a perdu la garde de ses enfants, on a fini par se mettre des coups de couteau. Bien évidemment, hein, là je vous parle de quelque chose de plus tranquille, de plus serein, où il y a potentiellement eu des disputes et puis après on s'est quitté et point barre. J'ai envie de dire le truc un peu lambda, même si chaque histoire, en utilisant le mot lambda, je ne veux pas leur retirer leur caractère intéressant, important, exceptionnel pendant qu'on l'a vécu. Je parle juste d'une histoire sans histoire, entre guillemets, hein, pas le truc incroyable qui a fini, je sais pas moi, comme je vous disais, avec l'intervention de la police descendue de l'hélicoptère avec les cordes, etc. et le MP5 dans les mains, hein, clairement. Donc l'idée, elle est véritablement que tout ce qu'on travaille, nous, la sensibilité à la communication par exemple, avec cette logique de déculpabilisation, sont des idées qui sont directement liées à la nostalgie, hein. Clairement, moi ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est exactement ça. J'étais avec ma compagne, alors certes on avait des problèmes matériels, enfin ce qu'elle estimait, moi je l'estimais pas, mais des problèmes matériels comme le fait que je me sois installé en Suède, que je parlais pas encore la langue, que j'arrivais pas à trouver de boulot, et donc que je représentais une forme d'insécurité pour l'avenir, et puis la réapparition de l'ex qui a commencé à travailler dans le même bâtiment physique que ma compagne à l'époque et qui a commencé à envoyer des messages et on a commencé à se croiser, et là l'effet de comparaison est né, alors clairement en ma défaveur, en tout cas sur le point de vue de la visée, de la vision, et puis il y a eu une sorte de fantasme autour du et si j'avais peut-être fait le mauvais choix, etc., etc. Tout ceci finalement menant à la rupture amoureuse. En tout cas, on a vu que cette nostalgie-là a favorisé une communication, des retours qui sont positifs et des allers-retours, puisque, in fine, c'est quand même moi qui suis là. Donc, on voit que beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, mais sont présentes dans cette situation qui, sans être un cliché, est finalement une belle illustration de tout ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'une personne. Et vous voyez que là, ce que je vous décris, c'est en aucun cas le fait que l'ex, qui donc a cette tendance à un petit peu ne pas savoir, à un petit peu à avancer à tâtons, on est très loin d'une personne qui est, à titre général bien sûr, puisqu'il y a toujours des exceptions, mais d'une personne qui est manipulante, qui est assertive, qui est toxique, qui est, toutes les catégorisations qu'on voit absolument partout et qu'on peut comprendre dans la souffrance, bien évidemment, qu'on a tendance à teinter un petit peu le jugement et à diaboliser la personne qui est face à nous et qui nous a fait du mal. Parce que oui, encore aujourd'hui, je peux vous le dire, moi je vois une terrible injustice dans le fait que quand j'arrive en Suède et que j'apprends le suédois et on m'a pas vraiment laissé le temps de m'installer, de m'instaurer. Aujourd'hui, on voit que finalement, sur la logique de réflexion poussant à se rapprocher de l'ex à ce moment-là, on avait tort parce qu'aujourd'hui, je parle suédois. D'ailleurs, je parle à mes enfants, je parle beaucoup plus suédois que français. Je suis idiot en fait. Mes enfants parlent toujours pas couramment français parce que j'ai pris le parti de me dire on vit en Suède, puis en plus tout au nord quoi. Donc je sais pas pourquoi je rajoute cet argument, il est complètement con. Mais on est ici bien implanté. Je compte pas revenir en France, donc autant pas leur remplir la tête d'un savoir qui peut les embourber. Et en fait, non, c'est complètement idiot, j'aurais dû. Mais bref, on a cette idée, si vous voulez, que finalement, j'étais complètement capable et que la vision, l'effet de comparaison n'était pas juste. Il l'était peut-être à l'instant T, mais encore une fois, qui peut planifier l'avenir? Pas grand monde. En tout cas, tout ça, ça me permet de passer à la deuxième partie que je voulais aborder avec vous. C'est finalement, comment est-ce qu'on réagit du coup quand on a quelqu'un qui fait un petit peu des allers-retours, qui n'est pas ultra donc assertif, ultra décidé. Ce qu'on comprend, c'est que du coup, la valeur des mots, la valeur des promesses, la valeur de la sentimentalisation est à remettre en cause, puisque si aujourd'hui on me parle d'aller-retour, c'est que nécessairement, à certains de ces ou pendant certains de ces allées, il y a eu des garanties qu'on n'allait pas repartir. Et puis, on est quand même reparti, que ce soit dans la communication, dans un couple ou dans une hésitation, de la part de votre ex. Je comprends bien que il y a une forme de frustration et donc, comme je vous le disais, qu'on ne peut pas accorder une crédibilité absolue aux dires qui sont face à nous. Et ce qu'il va falloir, la manière dont il va falloir réagir, j'ai envie de dire de manière complètement contre-instinctive, comme ce que j'essaye au quotidien de travailler avec vous. Parce que la première idée, le premier instinct, c'est de, sans peut-être tailler un costard à l'ex, mais expliquer à la personne que vous avez face à vous que, il y a un moment, faudrait
faudrait justement prendre une véritable décision, qu'on ne peut pas jouer avec les sentiments qui sont présents chez vous, qu'on a besoin d'avoir une base saine et forte pour pouvoir faire des projets et avancer vers ces derniers, que si on prend des engagements, on ne va pas acheter une maison par exemple avec quelqu'un qui est pendant 3 semaines, ah bah je t'aime, et puis 3 semaines plus tard, bah je sais pas, j'hésite, et puis j'ai reçu un message de machin, ça me fait penser que machin, ou qui carrément rompt avec nous, repart avec lui, on comprend qu'on va avoir besoin de quelque chose de plus serein, de plus sain. Le problème, et ça je pense que si vous êtes dans cette situation, vous en avez déjà fait les frais, c'est que plus vous en parlez, que ce soit de la tierce personne, que ce soit des choix pas forcément pertinents que votre ex fait, de son instabilité, de la douleur que ça vous provoque, bref, quand le focus est sur le relationnel, qu'est-ce qui se passe ? On met de la pression sur notre ex. Et le jeu, la manière de voir les choses, même si c'est peut-être un peu... un peu restreint, un peu même restrictif, c'est de se dire que l'effet de comparaison joue à fond les ballons dans ce genre de situation. Et jouant à fond dans la tête et dans l'expression de votre ex, c'est celui qui met le moins de pression qui gagne, très clairement. Une personne qui hésite, une personne qui est tiraillée, elle cherche son bonheur, elle ne cherche pas son malheur, elle ne cherche pas de la coercition, elle ne cherche pas de la douleur, elle ne cherche pas du conflit, elle ne cherche pas... Voilà, donc techniquement, tout ce qui va être l'idée, système crise, sourire, dynamisme et refuser d'aborder sans cesse, sauf si on vous en parle, mais de manière volontaire, d'aborder cette situation, là c'est un harakiri dans les règles. Très clairement, parce que justement, ce qui fait qu'on fait les allers-retours, c'est sans doute cette tendance au sourire, au dynamisme, à quelque chose de simple, qui fait appel à une nostalgie un petit peu cachée, entre guillemets, un petit peu déguisée à travers quelque chose d'attirant, quelque chose qui donne envie. On ne fait pas un choix qui est contre notre installation, notre instauration, notre confort, si on ne gagne pas quelque chose dans ce choix-là. Et très clairement, ce qui est excessivement important et intéressant, c'est que même dans les moments, on parle d'aller-retour, donc dans les retours, dans les moments, je ne sais pas comment vous le voyez, mais dans les moments où la personne que vous aimez est plutôt proche de l'ex, on sait que, comme je vous le disais à l'instant, la logique du système crise, qui est quand même basée sur la fibre, qui est basée sur le dynamisme, qui est basée sur le sourire, qui va favoriser cet élément de comparaison, qui va sans doute mettre une forme de pression sur ce couple-là, on a quand même quelqu'un qui devrait être un relativement bon client, puisqu'on sait que intrinsèquement, son système de pensée est fait de telle sorte que même pendant les ruptures ou les moments où c'est un petit peu plus compliqué, les pensées qui nous sont adressées sont excessivement présentes, avec sans doute une forme de fantasme de ce qui se passe avec nous. Donc nous, l'idée de la linéarité, qu'on soit la même personne quand on est dans cette phase de rapprochement ou dans cette phase d'éloignement, c'est une sécurité finalement pour celui qui hésite, une sécurité de voir que de mon comportement ne dépend pas celui de la personne que j'ai face à moi, et donc qu'il n'y a pas une tendance à la culpabilisation, et que quand je me regarde dans le miroir, si j'ai moins l'impression de vous faire du mal, je vais sans doute plus facilement accepter, alors j'allais dire de me laisser guider, le but c'est pas de manipuler l'autre, etc., mais de vous accorder une forme de confiance. Et cette confiance-là, oui, elle va naître à travers le dynamisme, oui, elle va naître à travers le sourire, oui, elle va naître à travers la simplicité, elle va naître à travers tout ce genre de choses. Je sais que c'est extrêmement simple dans le raisonnement, difficile à mettre en place, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est on fait des allers-retours, et nous, les phases où on est éloigné de nous, on ne veut pas parler de ce pôle-là, et ça peut paraître, comme je vous le disais, complètement contre-instinctif, voire contre-productif, puisque on veut que la personne comprenne. Mais la personne comprend déjà, en fait. C'est ça la réalité de la situation. Elle n'est pas idiote, il n'y a pas un handicap mental qui la pousse à ne pas comprendre la gravité de son choix. C'est juste qu'il ou elle a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. Et du coup, il devient intéressant de se dire que c'est une forme de compétition des pôles, et d'être le pôle le plus linéaire, le plus dynamique, le plus souriant et celui qui crée le moins de pression. Bien évidemment que matériellement, ça nous donne beaucoup plus de chances de créer quelque chose d'intéressant, et que le choix final vienne, et que le déclic se fasse au moment où, entre guillemets, il devait se faire. Et moi, l'explication que j'ai eue, c'est que finalement, à
tester cette relation avec l'autre personne, alors qui m'a fait extrêmement souffrir, ben on s'est aperçu que ça marchait pas, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de promesses, qu'il y avait beaucoup de discours et qu'il y avait beaucoup de venin qui était craché sur moi, alors que le type, je le connais pas. Bon, moi, au début, j'ai fait un peu pareil, on va pas se mentir. Et puis, je suis passé effectivement à quelque chose qui ressemble beaucoup plus au déplacement de focus et où les discussions se sont mis à être beaucoup plus souriantes, beaucoup plus agréables et où il y avait des projets perso et où il y avait énormément de choses qui ont permis de comparer les choses et puis tout ça sur le canevas d'une communication effectivement où le choix était volontaire de plutôt instaurer et de taper sur une connivence, ce qui lui a donné envie de me revoir quand je suis revenu. Si j'avais juste continué à communiquer comme au moment de la rupture amoureuse, très clairement, elle aurait refusé de me voir. Et c'est ça qui a été le déclencheur, plutôt que de parler de lui. D'ailleurs, il y a tellement de choses que je ne sais pas de lui, même 15 ans plus tard, parce que c'est pas mon sujet de prédilection. Alors vous imaginez bien que j'en ai parlé de temps en temps, mais c'est quelque chose que j'ai préféré et que je préfère actuellement laisser de côté. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre la chaîne, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur un des boutons ou sur un des liens sous la vidéo. Autrement, vous avez les traditionnels appels de fin de vidéo avec le like et l'abonnement. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!